Bonjour les amis, alors ici je me trouve près d'un ouvrage qui s'appelle une gare trimodale et là que j'espère va aller tester l'eau. Voilà, plouf plouf plouf. Et alors, c'est peut-être pas le bon endroit mon grand, mais rassurez-vous, je vais pas rester à cet endroit même si la technologie m'impressionne. C'est pas joli et là on a le soleil en plein dans la figure, c'est peut-être un petit peu gênant. Regardez, il y a la petite Luna. Rassurez-vous, donc on va s'éloigner et on va aller se balader sur la rive opposée à ma promenade, pas habituelle parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai découverte, mais voilà, à ma nouvelle promenade, le côté opposé à ma nouvelle promenade. Je viens de voir une voiture de police qui patrouillait, qui a fait demi-tour, donc on est relativement tranquille ici. Il y a quelques vélos qui passent de temps en temps, mais je ne vois pas de promeneurs pour le moment. Aujourd'hui il fait chaud, on est dimanche, dernier dimanche du mois de juin, et je vais essayer de me concentrer sur ce que je veux dire. Je vais articuler mon propos en deux parties. La deuxième partie traitera de l'endométriose, donc si ça ne vous intéresse pas ce que je vais dire dans la première partie, vous n'hésitez pas à passer en accéléré. Et pourquoi je vais avoir du mal à me concentrer? Eh bien c'est parce que chaque fois que je dois me rendre dans la maison de ma maman, en fait j'ai beaucoup de mal. Trier ses vêtements, ses livres, redécouvrir ses œuvres, bah, c'est difficile. Et il y a une atmosphère particulière aussi dans une maison où il y a eu un décès récemment. Et donc j'ai, comme les deux autres fois, trouvé 36 000 bonnes raisons. Où est-ce qu'elle est ma Luna? 36 000 bonnes raisons de décaler mon départ. Et ici, bah, je me promène avec vous. Et du coup, je vais arriver à pas d'heure dans cette maison. Et je sais pas, Luna, elle a fait non, elle n'a pas fait demi-tour, mais elle doit être dans les hautes herbes. Ah, la voilà. La voyez là? Vous la voyez? Elle vient de me repérer parce que je me suis accroupie, c'est notre signal en fait. Je vous rappelle que c'est un petit chien sourd. Et donc la voilà qui arrive vers moi. Faut pas compter sur Jasper pour aller la chercher. Et voilà ma chérie, elle est toute contente. Oui, mais toute contente. Donc, bah oui, mais il faut rester en visuel, hein, chérie. Donc j'ai ça en tête, de devoir aller chez ma maman et du coup c'est un petit peu plus compliqué pour me concentrer sur ce que j'ai à vous dire. Néanmoins je pense que c'est quand même important, même cette première partie. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur X, vous avez sans doute lu mon post disant que j'avais payé ma cotisation à l'ordre des médecins pour avoir le droit d'exercer. L'année passée, j'avais refusé de payer. Cette année, j'ai cédé au deuxième rappel parce que, en fait, c'est très simple. Ce n'est pas le bon combat. Dans le sens où, même si c'est absolument révoltant de devoir payer une cotisation pour un ordre qui ne fait pas son travail, qui ne protège pas la liberté thérapeutique, le droit des patients, le consentement éclairé et le secret médical, et qui persécute des médecins comme moi qui ont une pensée dissidente, même si c'est révoltant, c'est une obligation légale. Et si je me mets en porte-à-faux avec cette obligation légale, il n'y aura pas de possibilité de défense. Parce que la rupture d'un contrat synalagmatique, c'est-à-dire un contrat où chacun apporte sa contribution, eh bien, même cette rupture contractuelle ne pourra pas être évoquée vu que ça reste une obligation légale. Il n'y a pas d'exception en fait à cette obligation. Ils n'ont pas prévu que l'ordre des médecins puisse faillir. N'oublions pas qu'il a été fondé par le régime de Vichy en 1942 en France et celui de Belgique a suivi dans la foulée. Donc voilà des vélos, mais ma petite n'est pas en danger, elle est sur le côté, donc ça va.
Donc cet ordre des médecins est tout puissant. Bonjour. Bonjour. Nous n'avons aucune alternative. Nous n'avons pas le choix comme on pourrait choisir son syndicat par exemple. Non, il y a un seul ordre des médecins. La cotisation est obligatoire pour avoir le droit de continuer à porter le titre de médecin. Donc il y a beaucoup de confusion à ce sujet dans les gens qui me suivent, dans les commentaires et de manière générale dans l'esprit des gens. Le titre de médecin, on l'a, le titre de docteur en médecine, on l'a non pas suite à un doctorat, mais donc on ne fait pas de thèse en fait, hein, donc on a un simple travail de fin d'études, mais c'est un titre honorifique que l'on obtient, c'est un diplôme. Donc ce diplôme, personne ne peut me le prendre. Par contre, on peut m'empêcher de l'utiliser, ça oui. Si je ne cotise pas, comme je vous le disais, on peut m'empêcher de l'utiliser et donc on peut considérer que je n'ai plus le droit d'exercer parce que j'ai, que sais-je, déshonoré la médecine ou tué quelqu'un, hein. Enfin voilà, ça peut évidemment, il y a des médecins criminels. Il y en a un très très bon exemple en France avec ce chirurgien, je crois que c'était un chirurgien ou un gynécologue, je ne sais plus, qui a violé des tas et des tas de gens durant les anesthésies et ça c'est un médecin criminel et je ne sais pas ce qu'il fait encore avec le titre de médecin, mais c'est un diplôme qu'il a eu et on ne peut pas lui retirer son diplôme, voilà. Donc ça c'est une première chose. Alors si moi je veux rester cohérente dans mon combat pour une médecine de qualité et pour la vérité par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je dois pouvoir continuer à m'exprimer en tant que médecin et pas en tant que médecin radié. Même si la radiation, quand on ne paye pas sa cotisation, c'est une radiation pour raison administrative, c'est considéré comme une faute et donc c'était pas la bonne idée de continuer à m'entêter à ne pas payer. Même je n'ai pas payé l'année dernière et je ne sais pas du tout ce que ça va donner à terme. Je suppose qu'ils me tomberont dessus quand même et que j'aurai un blâme ou quelque chose ou une pénalité financière, je sais pas. Voilà, mais néanmoins je n'ai pas envie de continuer à exercer en tant que médecin. Alors ne criez pas, je m'explique. Pas dans un système où on utilise les médecins pour faire du mal aux gens. Et c'est le cas. J'ai tellement fait de choses qu'aujourd'hui je considère comme des mauvaises choses parce qu'à l'époque on m'a fourré dans le crâne que c'était comme ça qu'il fallait faire la médecine. Donc je reviendrai sur les frottis parce qu'il y a une véritable dérive de leur interprétation, de leur utilisation à des fins même pas mercantiles. Je pense que c'est pire que ça. Mais il n'y a pas que les frottis, il y a les mammographies, il y a les prescriptions de médicaments, notamment les pilules, il y a la façon d'aborder la santé qui n'est pas une façon de... En fait, on ne parle jamais de santé, on parle toujours de maladie dans les médecins du système. Hein. Donc, je ne parle pas des homéopathes, je ne parle pas des médecins qui ont déjà fait la démarche de s'intéresser au terrain. Donc il n'y a pas que les vaccins Covid qui posent problème non plus. Et il y a donc tellement de choses, pas que j'ai à me reprocher, mais que je regrette d'avoir faites parce que je les ai faites. Je me pardonne parce que je les ai faites en pensant faire du bien aux gens, mais finalement je me rends compte que c'était pas forcément le cas. Heureusement que j'étais pas très portée sur les médicaments de base et que j'étais toujours depuis le début un peu en décalage par rapport à mes collègues. Pour les accouchements on m'appelait docteur nature à l'hôpital, dans un petit hôpital familial qui a fermé maintenant, qui s'appelle l'hôpital Vézal. Donc il y avait, j'allais pas beaucoup mais quand j'y allais, le chef de service savait que j'allais gérer les patientes avec bienveillance, avec humanité, et que j'allais leur laisser leur chance d'accoucher naturellement.
Pourquoi je ne fais plus d'accouchement aujourd'hui? Je ne supporte plus la façon dont on traite les gens avec ces foutus partogrammes qui sont une espèce de diagramme de la cinétique parfaite de l'accouchement c'est juste un mensonge, mais sur lequel mes collègues se basent pour décider de rompre des poches, de mettre des perfusions, de pousser à la péridurale ou de courir en césarienne. On n'a plus la patience en fait. Et donc moi je ne peux plus supporter ça. Et en particulier je ne peux pas lutter contre tout un système à moi toute seule alors que les gens se laissent faire. Donc ma décision elle est prise et je ne reviendrai pas en arrière. Je ne ferai plus d'accouchement même si j'ai adoré ça. De toute façon sachez que pendant 25 ans j'en ai fait et que ça demande beaucoup de sacrifices aussi. Et les assurances sont hors de prix, donc j'ai réduit la voilure à ce niveau-là. Et c'est pas sans regret, mais c'est juste, voilà, c'était le bon moment. Et j'accompagne des grossesses, j'accompagne des couples dans leur projet de grossesse et dans leur grossesse avec un tropisme particulier pour les couples qui ont envie d'un accouchement différent à domicile ou en maison de naissance. Et donc je collabore avec des sages-femmes et mon travail c'est de sécuriser le territoire, on va dire, de m'assurer que tout est ok pour ce projet-là et que les gens sont aussi bien conscients de ce que ça implique. Et puis après, parfois ça marche, parfois ça marche pas, hein. Parfois ils finissent par accoucher à l'hôpital aussi, mais c'est ok. Au moins on a joué le jeu d'une autre piste, on a expérimenté d'autres choses, on a réfléchi out of the box, en dehors de la boîte. On a regardé la grossesse comme une belle aventure et non pas comme une pathologie qui peut mal finir à toutes les minutes de ces 9 mois. Et donc ça me convient très bien. Et à terme, malgré que j'ai payé cette fameuse cotisation qui n'est pas aussi onéreuse qu'en France, je crois qu'en France c'est 350 €, chez nous ce n'est que entre guillemets 250 €. Mais quand il s'agit de donner de l'argent à une structure aussi pervertie que l'ordre des médecins, même 1 € ça fait mal. Donc les 250 € que j'ai été obligée de leur donner, eh bien ça a été douloureux. Mais c'est fait et je ne l'ai pas fait pour avoir le droit de continuer la médecine, j'ai fait pour garder la légitimité de ma parole. Mais à terme je veux quitter cette médecine, je veux quitter la médecine et je vais vous dire, on va peut-être m'y pousser beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et là je veux vous parler de la loi qualité. Alors la loi qualité pour le moment c'est belge, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022 et elle consiste à mettre encore un peu plus de garde-fous pour que les médecins obéissent au système. Et en quoi ça consiste? Eh bien, il y a une commission de contrôle qui est nommée par le roi, en concertation évidemment avec le Haut Conseil de médecine et les académies de médecine, etc. Ceux qui sont bien sponsorisés par les lobbies pharmaceutiques. Et cette commission de contrôle a le droit d'envoyer un contrôleur chez vous, soit de sa propre initiative, soit sur dénonciation. Hein, c'est bien, je vous rappelle, donc Vichy, le troisième Reich, ouais, dénonciation. Hein, donc voilà, donc on peut recevoir dans son cabinet, enfin la visite sur son lieu de travail ça peut être à l'hôpital, hein, d'un contrôleur sur délation. On peut aussi être victime d'un contrôle aléatoire, hein, ils tirent au sort et ils vont, ou alors systématique, ils contrôlent tout le monde. Enfin, peu importe, en tout cas, ce qui risque d'arriver. Et en parallèle à ça, nous avons l'obligation de tenir un dossier informatique. Alors moi, je peux vous dire que pour pirater mes dossiers, il faut faire un cambriolage parce que je refuse de tenir un dossier informatique. J'avais commencé
Au 1er janvier 2020, les prescriptions électroniques sont devenues obligatoires en Belgique, c'est-à-dire les ordonnances. Hein. Les ordonnances sont électroniques aujourd'hui en Belgique et les ordonnances papier ne sont acceptées qu'en cas d'urgence. Bon, je fais encore des papiers, mais pas pour tout. Mais par contre, le dossier, donc on était obligé d'ouvrir un dossier informatique. C'était bien pratique hein, en période Covid, puisqu'on ne pouvait plus recevoir les gens, les soigner à distance avec des ordonnances électroniques que seuls les pharmaciens pouvaient lire à l'époque. Puis une année plus tard, je pense que c'était à peu près en 2021, les assurances, les compagnies d'assurance ont demandé à avoir accès aux dossiers médicaux des gens. Comme par hasard, tiens, ça c'est fou ça, on l'avait pas vu venir. Et là quand même, les syndicats de médecins se sont un peu émus. Aïe aïe aïe. Regardez ça, cet emmerdeur là, vous le voyez? Et il recommence. Ah oui, la maman canard. Ah oui, oui. Ah, il m'a déjà fait le coup, la fois passée. Hein. La maman canard va se débrouiller, hein, mais j'ai mal au cœur pour elle parce que la pauvre. Alors combien elle en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bébés. Bon sang, quelle marmaille. Ah, tu reviens mon gros. Eh bah oui, tu vas te faire piquer le nez en plus. Hein? Bon, rassurez-vous, il m'a jamais ramené personne, mais bon, c'est pas sympa pour ces petits oiseaux malheureux là. Donc je disais que les syndicats de médecins se sont quand même émus à l'idée que les compagnies d'assurance puissent voir les dossiers patients, et pour le moment ça n'a pas été accepté, mais c'est dans les tuyaux, ça se trouve dans les tuyaux. Hein. Donc moi, comme je le disais, j'ai commencé par écrire dans les dossiers informatiques parce que c'est pratique. Mais oui, c'est pratique, bien sûr que c'est pratique. C'est ultra facile. Et quand on doit envoyer un rapport à un collègue, en 3 clics c'est fait parce qu'on l'a rempli consciencieusement. Mais voilà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ben, on va retourner au papier. Et depuis, je mets juste un contact patient. Routine, ok. Voilà. Par contre, comme rien n'est parfait, pour avoir encore le droit que les gens puissent être remboursés de leur proti, de leur éco, ou que moi je sois payée en partie par la sécurité sociale, je suis obligée de mettre les codes. Donc ça c'est quand même le piège et je voudrais vraiment en sortir. Mais pour le moment, j'ai pas du tout les moyens financiers de me passer de cette source de revenus. C'est aussi une bonne raison de ne pas m'être fait sanctionner cette année pour non paiement de cotisation. Hein. Ça, je ne vais pas mentir, la situation financière elle est catastrophique. Hein. Donc je suis en rouge partout sur tous mes comptes et je vis à crédit et voilà. Et donc je ne suis pas encore autonome. Mais mes consultations ne sont plus remboursées, un peu comme quand on va voir un expert. Donc c'est tous les actes techniques qui sont remboursés, mes consultations ne le sont plus. Et à terme, je souhaite vraiment sortir de ça. Et j'en reviens à cette fameuse loi qualité. Donc on est là avec nos ordonnances électroniques, notre dossier informatisé, obligation de tenir un dossier informatisé et avoir un portfolio. J'ai pas bien lu tout ce qu'il devait y avoir dans le portfolio, mais en gros c'est un résumé de dossier toujours à jour. Donc pourquoi les gens viennent, quelles sont leurs pathologies, qu'est-ce qu'ils prennent comme traitement, qu'est-ce qu'on leur a donné comme examen à faire et quels sont les résultats des examens. Bref, c'est un dossier quoi. Et le contrôleur peut donc venir sur, de sa propre initiative ou sur délation sur le lieu de travail du médecin à contrôler pour lui demander tous les documents qu'il jugera bon de lui demander, y compris les dossiers médicaux des gens, y compris ce fameux portfolio. Vous vous rendez compte? Pour évaluer si le praticien exerce la médecine conformément aux données de la science et dicté par qui? Par l'État et co-signé par le roi. Donc ne croyez pas, hein, amis français, que vous allez y échapper. Hein. Et si le médecin n'est pas en ordre ou s'il refuse de se plier à ce contrôle, il encourt entre 1 € et 10 000 € d'amende. Et ça,
si le médecin ne paye pas, il y a une autorisation de saisie sur le compte. Donc ils peuvent saisir tout ce qu'ils veulent, j'ai pas d'argent. C'est parfait, mais je peux vous dire que le contrôleur il rentre pas chez moi quoi. Je lui claque la porte sur le nez, il a intérêt à avoir un bon ORL. Et donc je ne peux pas continuer à exercer la médecine dans un système qui entend venir me contrôler pour un oui, pour un non. Évidemment qu'ils m'ont dans le collimateur, vous pensez bien. Ils le savent, tout ce que je raconte. D'ailleurs, l'ordre des médecins ne s'est pas privé de me dire qu'ils me suivaient sur Facebook. Vous imaginez le machin. Donc, les médecins qui, comme moi, gardent une pensée et une pratique indépendante, vont tous avoir visite de ce contrôleur, un de ces quatre. Tous. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, notre ministre de la Santé, Van Den Broek, qui est lui-même médecin, pour le moment ça passe pas non plus, hein. Mais ce sont ses projets, c'est qu'il veut supprimer la médecine libérale. Il veut exiger que le numéro INAMI, donc le numéro d'agrément auprès de la sécurité sociale, soit conditionné au fait qu'on est conventionné. Donc on applique les tarifs qui sont les tarifs imposés par l'État. Ce qui veut dire qu'on est, dans 2 minutes, on est dans le régime bolchevique là. Avec une médecine qui sera une médecine étatique, rigide, protocolaire, uniforme pour tout le monde, qui sera qui payera les médecins tous au même barème, mais les patients, ils auront tous le même traitement. Et ça sera de la médecine de merde. Et vous aurez, comme le médecin gagnera des clopinettes, eh bien, vous n'aurez plus 45 minutes. Moi, mes consultations, c'est 65 € pour 45 minutes. Voilà. Et donc, on parle de tout. On parle pas que... J'ai toujours considéré que les femmes étaient plus qu'un utérus et une paire de seins. Hein. Donc, on ne parle pas que de leur contraception ou de leur grossesse ou de leur risque de cancer. Hein. On parle vraiment de tout. Et je veille, évidemment, à ce qu'il y ait une prise en charge holistique. Alors, je ne fais pas de la médecine... fonctionnelle, hein. Je ne fais pas de la médecine fonctionnelle, je ne suis pas formée à ça. La médecine fonctionnelle c'est beaucoup plus cher que 65 € entre parenthèses. Je fais un entre-deux. Je sais que les généralistes n'arrivent pas à interpréter mes prises de sang par exemple. Ce qui est assez rigolo parce qu'on a eu la même formation. Mais moi je n'arrive pas à interpréter les prises de sang d'un médecin de médecine fonctionnelle. Je ne suis pas, je n'ai rien contre, je ne suis pas compétente à ce sujet, mais je ne suis pas pour donner 35 compléments alimentaires par jour parce que c'est bien gentil, les gens ils suivent de moi et puis après ils n'ont plus les moyens. Hein. Donc moi je suis plutôt dans un entre-deux où je considère qu'il faut soutenir le corps pour qu'il puisse retrouver un équilibre. Donc on nettoie le foie, on apporte 2-3 compléments quand il y a des grosses carences et le reste c'est... mais c'est parfois, enfin c'est travailler sur soi, hein. Le médecin, enfin moi je ne suis pas sauveuse, hein. Donc le médecin il peut rien faire si le patient il collabore pas, si le patient il prend pas sa charge, sa part de responsabilité dans cette relation thérapeutique qui doit être horizontale et c'est une vraie collaboration patient-médecin et pas la consultation d'un grand sachant qui sait tout et qui va solutionner tout en 2 minutes. Et donc, si vous êtes malade de stress dans votre boulot, vous aurez beau prendre des antidépresseurs, ça ne vous rendra pas plus heureux. Il faudra peut-être envisager de changer de boulot ou de mettre les limites clairement, ou de prendre un temps partiel, ou de vous faire respecter et de vous respecter. Enfin bon, voilà. Donc, ça c'est vraiment pour cette première partie où j'avais vraiment envie de vous faire prendre conscience que les médecins comme moi, ils sont en danger de disparaître, sauf s'ils se réinventent. Et c'est ça mon but. Mon but, à terme, c'est de devenir une espèce de coach santé. Hein, il y a des coachs de vie, il y a des coachs habillement. Eh bien, un coach santé, c'est-à-dire quelqu'un qui vous guide à comprendre comment rester en bonne santé, qui vous permet, et je le fais déjà, qui vous permet de comprendre vos analyses sanguines, mais aussi les radios, les frottis, tout ce que vous avez été faire éventuellement ailleurs, et de vraiment intégrer
des notions de base, comme celle qui concerne la manipulation, il fait chaud, hein, la manipulation des résultats pour vous faire croire que vous êtes un malade qui s'ignore. On est en plein Dr Knock. Et donc voilà, ça c'est mon but. Et puis aussi de pouvoir, je me vois même plus, il y a trop de soleil, pouvoir vous faire comprendre aussi comment vous fonctionnez. D'où cette vidéo, cette deuxième partie, tadam, ça y est, ça commence, sur l'endométriose. Alors là, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des schémas, des photos. Rien ne vous empêche néanmoins d'aller regarder sur Google et mon ami pour voir où se situe l'utérus, les ovaires. Mais voilà, je vous explique. Donc c'est un secret pour personne que la femme est réglée normalement tous les mois avec un cycle plus ou moins lunaire de 28 jours. Et en quoi ça consiste, les règles? Eh bien, chaque mois, le corps va se préparer à accueillir un petit bébé à partir de la puberté, hein, donc le démarrage de la fertilité qui démarre pas non plus sur les chapeaux de roue, hein. On peut avoir des cycles irréguliers comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, mais à terme normalement on doit arriver vers 14-15 ans à avoir des cycles assez réguliers, et cette période de la vie va se prolonger jusque vers 45-50 ans, hein. À 45 ans il y a des petits couacs et ça recommence à être un peu irrégulier, puis ça s'espace. Et puis un jour, on n'a plus ces règles. C'est le début de la ménopause. Et parfois, on me demande combien de temps dure la ménopause. Mesdames, pour information, la ménopause, c'est une période de la vie. C'est la période qui s'étale de la fin de votre fertilité jusqu'à votre mort. Alors, je ne dis pas que vous aurez toujours des symptômes aussi intenses que parfois certaines ont à l'installation de la ménopause. Hein, les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, irritabilité, tendance dépressive, tendance à prendre du poids, fatigue, qu'est-ce que dire d'autre? Ah oui, parfois des douleurs articulaires, etc. Tout le monde n'a pas ça, tout le monde n'a pas ça tout le temps, tout le monde n'a pas ça de façon intense, mais ça existe, et heureusement, c'est pas un mal qu'on va traîner encore pendant 35 ans jusqu'à décéder à 85 ans. Hein. Donc voilà, comme ça c'est dit. Alors, pour ce qui est des règles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, chaque mois, le corps se prépare à accueillir un bébé. Comment il fait ça? Eh bien, d'abord, l'ovaire. Les ovaires, ils démarrent tous les deux une vraie course. C'est le meilleur gagne. Donc, à un certain moment, hop, encore des canards. Et oui, ce sont des adultes, hein. Plouf. Attendez. Encore une petite baignade. J'ai presque envie d'aller le rejoindre, tellement chaud. Mais, ah bah, il revient déjà, mon gros. Tu reviens déjà. Trop fatigué aujourd'hui. Hein? C'est dur. L'ovaire démarre une vraie course. Une course qui consiste à se charger de récepteurs à une hormone qu'on appelle la LH. Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, c'est un messager chimique qui circule dans le sang et qui s'adresse, qui est produit par les glandes qu'on appelle endocrines, donc hypophyse, thyroïde, surrénale, ovaires, testicules et pancréas. Donc voilà, ce sont des messagers chimiques, un peu comme des mails, et qui permettent de coordonner tout le fonctionnement harmonieux du corps. Et il y a évidemment, quand vous envoyez un mail, vous attendez des réponses, donc il y a une véritable interaction entre toutes ces hormones. C'est pour ça que parfois on a des problèmes thyroïdiens qui apparaissent à la ménopause, parce qu'il y a une des glandes qui prend sa pension, hein, les ovaires prennent leur pension, et du coup bah, il y a des modifications dans les autres glandes, et voilà. Donc les hormones, je cuis, je vous jure, je cuis. Les hormones donc vont être produites par notre tour de contrôle qui s'appelle l'hypophyse, qui est un peu, bon, c'est le chef d'orchestre. Hein. Il y a toujours un boss au-dessus, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est, lui, vraiment une partie de notre cerveau, mais l'hypophyse, donc, elle donne le rythme. Et elle va à un certain moment, donc les ovaires ils travaillent, ils se chargent en récepteur à une hormone qu'on appelle LH, hormone lutéinisante. Jasper, viens ici.
Le voilà parti vers la rue. Je me demande bien ce qu'il allait faire. Viens, mon gros. Il est dans les champs. Voilà. Et donc l'hormone LH est produite. C'est l'hormone qui déclenche l'ovulation en fait. Quand vous avez un pic de LH et que un des deux ovaires est suffisamment chargé en récepteurs hormonaux. Jasper, viens ici. Ici, viens. Ruf. Il se balade sur la rue. Il est complètement paf. Viens. Je t'ai pas suivi, hein, gros. Je suis désolée pour le cours sur l'endométriose. C'est farfelu avec mon chien. Hein. Il fait n'importe quoi. Il m'a jamais fait ça. Eh oh, viens. On connaît pas ce côté-ci. Hein. C'est pour ça qu'il découvre. Hein. Donc, un des deux ovaires a suffisamment de récepteurs à la LH. Donc, il va avoir un follicule dominant. Donc, dans le follicule, c'est une petite poche de liquide qui fait à peu près 2 cm qui est sur l'ovaire et qui contient à l'intérieur ce qu'on appelle l'ovocyte, c'est-à-dire la cellule fertile. Et bien, à ce moment-là, il a beaucoup de récepteurs, il est mûr et ce qu'il fait, c'est qu'il va libérer son petit follicule et ainsi passer dans la deuxième partie du cycle, la première étant riche en œstrogène, la deuxième partie étant riche en progestérone. Et ce n'est pas tout, parce que l'utérus, lui, il va préparer l'arrivée de ce futur embryon, qu'il espère, hein, en faisant quoi? Eh bien, en épaississant sa paroi intérieure. L'utérus, c'est un gros muscle, un organe qui a la taille d'une poire à peu près, mais dont l'intérieur est creux, hein, il y a une cavité, et cette cavité, elle est tapissée d'une muqueuse qu'on appelle endomètre, et qui donne son nom à la pathologie endométriose. Et cet endomètre va s'épaissir au fur et à mesure du mois pour être accueillant pour un embryon. Et imaginez hein, que vous prépariez l'arrivée d'un visiteur et que chaque jour vous rajoutiez une épaisseur de couverture sur son lit pour qu'il soit vraiment très très moelleux à l'arrivée du visiteur. Et puis tout à coup le visiteur il n'est pas là, il n'arrive pas. Ce qui se passe alors, c'est que vous remettez tout à zéro, vous éliminez toutes les couvertures et vous repartez avec le matelas tout nu. Eh bien, l'utérus, il fait la même chose. Quand au bout du cycle, il n'y a pas d'embryon, il n'y a pas d'hormones de grossesse, l'endomètre va desquamer, il va en quelque sorte peler, il s'élimine sous forme de règles. Ça saigne, mais il y a des petits fragments de muqueuse aussi. Et il a de la chance, il est mouillé lui. Moi, je suis toute crue. Et ce sang des règles, il va s'éliminer principalement par les voies basses. Hein, et ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a une petite partie de ce sang qui reflue par les trompes. De façon tout à fait physiologique, normale, chez tout le monde. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il y a des mois où c'est quasiment rien, des mois où c'est abondant. Et c'est pour ça que parfois on a un petit peu mal. Enfin, l'utérus, il se contracte quand on est réglé pour qu'on ne se vide pas de son sang. Et il y a ce sang de règles qui est passé un petit peu par les trompes et qui va stagner quelques jours au niveau du bas du ventre, hein. Quand on est debout, forcément l'attraction universelle, hein, c'est vers le bas, et ça va se résorber tout ça, ça va se désagréger, ça va se résorber et ça n'a aucune conséquence particulière, sauf dans l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie des pays industrialisés. C'est une pathologie issue de l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Alors, la pilule est un perturbateur endocrinien calibré. On sait qu'on la prend et on sait pourquoi. L'idée, c'est de mettre l'ovulation entre parenthèses et de ne plus avoir ce gros développement de la muqueuse utérine, mais un tout petit quelque chose qui va saigner au moment où on arrête quelques jours la pilule. On n'appelle pas ça des règles, normalement c'est une hémorragie de privation, et hémorragie c'est un grand mot parce que avec les pilules modernes c'est vraiment normalement très peu. Mais dans les pays industrialisés, on a la grande chance d'avoir des
résidus d'exploitation des charbonnages, des aciéries, l'industrie du verre, enfin l'industrie automobile dans son ensemble utilise beaucoup de produits chimiques. On a l'industrie des médicaments et on a la pétrochimie et l'agroalimentaire. Tout ça fait qu'on nous déverse dans l'environnement des œstrogènes qui sont d'excellents engrais. Alors je ne sais pas si la pilule contribue ou non à féminiser les poissons de rivière par l'urine des femmes qui la prennent, mais ce que je sais, c'est que on met des œstrogènes dans les champs parce que les plantes les adorent. Et on a aussi les pesticides, les fameux PFAS dont on parle beaucoup en Belgique parce qu'il y en a dans l'eau du robinet. N'oubliez pas que Nestlé a avoué que leurs eaux étaient contaminées par des déjections humaines, ce qui est très sympathique, avec la complicité du gouvernement. Le gouvernement était parfaitement au courant. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas aussi des pesticides dans tous ces produits? Bonjour. Oui, mais il est trempé. Ah, merci Jasper. Oh, elle a chaud elle, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je regardais la cigarette là, et les vapotes. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas de la merde. Alors, en plus, la nourriture industrielle qui contient énormément de sucre, de sel, etc. Tout ça va altérer le fonctionnement du corps. Et donc, ce qui va se passer chez les femmes qui sont plus sensibles, hein, parce que nous n'avons pas toutes de l'endométriose, heureusement, mais celles qui sont plus sensibles ou plus exposées, ou exposées plus tôt dans leur vie, peut-être même in utero, hein, faut pas négliger ça, hein. Certains médicaments, il n'y a pas que la pilule, peuvent être des perturbateurs endocriniens. N'oublions pas aussi ces fameux bloqueurs de puberté qu'on va proposer aux jeunes pour retarder leur puberté et leur permettre de réfléchir à leur genre ressenti, hein, dans le wokisme, là, dans la transition de genre. Tout le monde n'ira pas jusqu'au bout, j'imagine, j'espère, et donc ces jeunes auront reçu des traitements hormonaux perturbateurs endocriniens, et tout ça fait que donc chez les gens qui sont plus sensibles, eh bien ces cellules qui passent par les trompes au moment des règles ne se désagrègent pas, mais s'implantent au hasard de leur arrivée dans la cavité abdominale. Ça peut arriver que ça s'installe en surface de l'utérus, sur les ovaires. Dans ce cas-là, ça va donner des lésions qui vont être souvent des kystes qu'on appelle chocolat, des kystes avec du vieux sang, parce que l'ovaire a la particularité de pouvoir présenter des poches de liquide que les autres organes ne vont pas présenter. Donc ces cellules vont s'implanter parfois sur ce qu'on appelle le péritoine, l'espèce de sac autour des organes. Ça peut s'implanter sur les intestins, ça peut s'implanter sur la vessie, ça peut s'implanter sur le diaphragme, et ça peut même, dans de très très rares cas, traverser par le petit trou. Alors je suis désolée pour le professeur Joyeux, mais il a fait une vidéo sur l'endométriose qui est absolument débile, mais débile. Il dit n'importe quoi. Donc ce ne sont pas les intestins qui, en se promenant dans l'abdomen, vont déposer des cellules sur les poumons, hein. Non, il y a un passage forcément entre le thorax et l'abdomen. C'est par là que passe l'œsophage. Sinon, comment voulez-vous que les aliments que vous avalez et qui descendent le long de votre œsophage arrivent dans votre estomac? S'il n'y a pas de passage, c'est impossible. Donc forcément, il y a un petit trou dans le diaphragme pour laisser passer l'œsophage, et donc dans de rares cas, les cellules peuvent passer
ce petit trou pour aller s'implanter sur les poumons. Et c'est vrai que l'endométriose a tendance à se comporter un petit peu comme un cancer, mais ça n'en est pas un. Et je m'insurge contre les propos du professeur Joyeux quand il dit que c'est à cause des stérilets et des tampons et des cups que les femmes ont de l'endométriose. Alors il y en aurait plein en Afrique, hein, parce qu'elles ont très peu de pilules, mais elles portent des stérilets et ce n'est pas du tout vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est n'importe quoi. Je suis désolée, hein, chacun sa partie, mais là j'étais vraiment choquée de l'entendre dire toutes ces conneries. Et du coup, il passe sous silence le rôle des perturbateurs endocriniens, alors que c'est vraiment la base, c'est la base. Donc ça n'a rien de mécanique. Toutes les femmes ont ce sang qui reflue par les trompes. Chaque mois, il y en a un peu. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces cellules sanguines, et surtout, c'est pas les cellules sanguines, c'est les cellules de l'endomètre, elles vont aller s'implanter, comme je vous l'ai dit, au hasard, mais continuer à vivre leur vie de cellules dans l'endomètre. Et donc, elles vont saigner chaque mois, là où elles sont. Et c'est ça qui est super douloureux. Et ça crée un climat très inflammatoire, ça crée des adhérences. Imaginez des toiles d'araignée qui collent les organes entre eux, qui peuvent boucher les trompes, qui peuvent rétracter les ligaments. Du coup, parfois on a ce qu'on appelle des pelvis murés, c'est-à-dire un petit bassin, hein, avec tous les organes qui sont collés ensemble. Et c'est tout rigide. Et quand vous avez des rapports, ça bouge pas. Donc le pénis, excusez-moi, c'est un terme que j'espère qui ne sera pas censuré sur Facebook, sur YouTube. Mais donc le pénis arrive, il bute contre un bloc qui est figé, et ça fait super mal à la femme parce que normalement tout ça c'est souple, c'est vivant, le vagin est plein de petits replis, l'utérus, la vessie, le rectum, tout ça, ça doit bouger en fonction de nos mouvements, ça doit bouger en fonction des rapports, de la position qu'on prend, etc. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Donc là, la solution, elle est malheureusement chirurgicale, hein. On doit libérer ces adhérences. Donc ça diminue aussi la fertilité parce que le climat inflammatoire qui est dans le ventre, eh bien, n'est pas propice à la fertilité. Et si en plus vous avez des adhérences sur vos trompes, elles sont bouchées, etc. Donc malheureusement, la solution est souvent, donc je disais, chirurgicale pour les cas sévères et souvent hormonale pour les cas plus légers ou bien après une opération. Donc il est difficile, c'est pas impossible, parce que moi je pense, et j'espère pouvoir un jour le démontrer, que c'est une pathologie dont on peut se débarrasser. C'est une pathologie chronique, hein. On est bien d'accord, donc ça a tendance à récidiver si vous restez dans le même environnement, si vous ne faites pas un travail de nettoyage, un réel changement en fait dans votre vie, dans votre alimentation, dans votre philosophie, dans votre maison, dans votre couple. Enfin, tout ça, c'est pas évident, hein, mais on peut s'en débarrasser si on arrive à trouver ce qui nous empoisonne. Et bien sûr, il n'y a rien qui est fait pour nous aider à trouver ça. Donc, à l'heure actuelle, c'est une pathologie pour laquelle je prescris encore des hormones. De préférence sans règles, hein, puisque c'est une pathologie qui s'aggrave à chaque fois qu'on saigne. Il faut éviter le plus possible les règles. Voilà, alors le cas particulier de l'adénomyose. Ah oui, et comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic n'est pas facile, il est souvent clinique. C'est la règle des 3D. Douleur abdominale, un peu n'importe quand, douleur au rapport, douleur de règles. Les 3D doivent nous mettre sur la piste d'une endométriose. Mais comme c'est très difficile à voir, hein, sauf si vous avez un kyste chocolat sur l'ovaire, mais sinon ce sont des signes indirects, hein. Donc déjà l'examen, hein, si on a un utérus qui bouge plus, si avant il était vers l'avant et que là tout à coup il est bloqué vers l'arrière, qu'est-ce qui s'est passé? L'examen est vraiment primordial, et l'écoute de la personne, l'échographie, mais on voit parfois un peu de liquide autour de l'utérus, mais
c'est pas forcément spécifique, comme je vous l'ai dit, il peut y en avoir chaque mois, donc chez quelqu'un qui va très bien. Et enfin, donc il faut prescrire une IRM, hein, une IRM, donc tout ce qui est problème digestif, ça sera plutôt visible au scanner, tout ce qui est problème gynéco, ce sera plutôt visible à l'IRM, mais même l'IRM n'est pas capable, par exemple, de voir des adhérences, parce que les adhérences, c'est fin comme des cheveux, c'est comme des cheveux d'ange, hein, donc comme de la toile d'araignée, ça ne se voit pas. Et donc, il est parfois nécessaire de faire une intervention, donc une laparoscopie exploratrice pour aller voir dans le ventre ce qui se passe. Et c'est parfois à ce moment-là seulement qu'on peut confirmer le diagnostic. Et dans les cas extrêmement sévères, on utilise ce que les transitionneurs utilisent eux pour bloquer les pubertés. C'est pour ça que je connais très bien ces molécules. On utilise des analogues LH, RH qui créent une ménopause artificielle et donc bloquent la puberté aussi chez les gamins. Vous imaginez l'état de ces enfants en ménopause artificielle, hein. Filles comme garçons, hein. Je vous ai évoqué les symptômes possibles de la ménopause et il y en a d'autres, hein, de ces foutus médicaments que je n'évoquerai pas ici, parce que dans le cas d'une endométriose, on ne donne jamais plus que 6 mois sur une vie. C'est vraiment le maximum autorisé parce que c'est beaucoup trop dangereux. Les effets indésirables sont beaucoup trop graves pour qu'on donne plus que 6 mois à des adultes. Et là, dans la transition, on parle de 2 à 3 ans sur des enfants, hein, voilà. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc le diagnostic, le traitement, je les ai évoqués. Donc le cas particulier de l'adénomiose, après j'arrête parce que c'est une super longue vidéo, je suis désolée. Donc l'adénomiose, qu'est-ce que c'est l'adénomiose? Eh bien c'est une endométriose intra-utérine. C'est ces fameuses petites cellules de l'endomètre qui sont passées dans la partie musculaire de l'utérus, qui sont, imaginez un oignon, hein, des couches régulières de muscles, et puis là, entre les couches de votre oignon, vous avez tout à coup des flaques de sang. C'est vraiment ça, hein. Donc les fibres de l'utérus, de la partie, ce qu'on appelle le myomètre, la partie musculaire de l'utérus, sont écartelées par des petites zones de cellules dans l'endomètre qui vivent leur vie de cellules de l'endomètre et qui saignent au moment des règles, ce qui fait qu'il y a des petites flaques de sang. C'est inflammatoire. L'utérus, il essaye de s'en débarrasser en se contractant tout le temps. Il arrive à vider une petite poche de sang, il y en a une autre qui se remplit, et donc c'est une pathologie extrêmement douloureuse, extrêmement difficile à maîtriser parce qu'on saigne beaucoup tout le temps. Il n'y a pas de logique, les rapports sont difficiles, la conception aussi, hein, il faut vraiment nettoyer son corps. La plupart du temps, on propose une hystérectomie chez les femmes qui ont de l'adénomiose. Et elles en ont tellement bavé, on met tellement de temps à faire le diagnostic que c'est parfois une renaissance, même si c'est aussi une mutilation. Donc évidemment, comme à l'heure actuelle, avec la pollution, y compris dans les produits qu'on ose appeler vaccins, qui ont été mis au point contre le chaos vide là, et qui contiennent quelque chose qui bloque les récepteurs aux œstrogènes en position on. Donc ça active de façon permanente ces œstrogènes, ces récepteurs. Eh bien, vous avez de plus en plus jeunes des pathologies chez des femmes de plus en plus jeunes. Je la prends dans mes bras parce que je vais la mettre dans l'eau. Elle déteste ça, mais elle crève de chaud. Et je vois un petit escalier là. On va un petit peu se mouiller, ma chérie. Et donc, on ne va pas faire une hystérectomie à 15 ans. Évidemment, donc ce sont des jeunes filles qui vont devoir prendre des traitements hormonaux pendant très longtemps et c'est extrêmement rentable pour l'industrie pharmaceutique. On peut se poser des questions sur leur fertilité et c'est vraiment un gros problème aujourd'hui. Alors, je termine là-dessus et un petit focus sur mes bébêtes. Vous allez voir comme Luna, elle a absolument horreur, elle est accrochée à moi, elle a horreur horreur de l'eau, mais ma chérie, ça te fait du bien, ça te fait du bien, chouchoute, hein, voilà, hop, plouf. Oh, Jasper, lui, il est content, plouf.
Et voilà. Voilà. Tout le monde sort. Et voilà. Ça va, chérie? Regardez ça. Regardez-moi ça. Ah, je suis trempée. Et voilà. Elle est soulagée. Elle n'a pas aimé ça, mais elle est contente. Et donc, hein, on dirait un rat. C'était un beau petit écureuil, un beau petit renard, et maintenant c'est un rat que j'ai. Hein? Ça va mieux? On tourne en rond. Lui, il est trempé de la tête aux pieds. Ah bah ouais, on est contente. Hein? On est quand même contente, ça soulage. Hein? Je crois qu'il y a 28 degrés. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il faut garder l'espoir qu'on trouve des solutions. Mais en vous, enfin en collaboration avec vous. Pour celles qui sont atteintes d'endométriose. Parce que c'est une pathologie vraiment invalidante, mal comprise, sous-diagnostiquée, non reconnue par les médecins, non reconnue par la sécurité sociale, qui touche des gens de plus en plus jeunes et des femmes de plus en plus nombreuses, puisque je vous dis, il y a un gros perturbateur. Il y a un perturbateur endocrinien dans ces injections anti-KO vides là, qui, on le voit, hein, elles développent, celles qui ont été vaccinées, des pathologies comme si elles prenaient un traitement hormonal complètement déséquilibré, avec des polypes, des fibromes, des règles après la ménopause qui reviennent, des cancers, des troubles de la fertilité, des ovaires polykystiques. Et de l'endométriose, voilà. J'ai fait le tour, je pense. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je pense avoir été extrêmement longue. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à aller ranger la maison de ma maman, puisque je dois aller chercher mon fils aussi chez son père. C'est un petit peu n'importe quoi. Je crois que j'ai fait un acte manqué. Un de plus, c'est difficile, mais bon, il va falloir que ça se fasse, hein, de toute façon. Elle ne se videra pas toute seule, cette maison. Je vous embrasse, je vous laisse profiter. Il y a un oiseau qui chante merveilleusement. Je ne sais pas si vous l'entendez. La nature, elle gagne toujours, les amis. Elle gagne toujours. On n'est pas prêt de disparaître. Les êtres humains, ni les animaux. Mais c'est sûr que le challenge, il est là. Alors, ben, on va le relever tous ensemble. Mon cours de médecine est terminé. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.